Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. Les autorités policières américaines se trouvent sous le feu de la mort de George Floyd dans la rue à Minneapolis aux mains d'un policier. Des manifestations massives ont éclaté dans diverses villes des États-Unis pour protester contre la violence et la discrimination policière jugée systémique. Certaines de ces manifestations sont elles-mêmes devenues violentes. Des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc ont été tirés avec même des journalistes délibérément pris pour cible. Divers généraux militaires, y incluant certains qui ont servi dans l'administration de Donald Trump, ainsi que son propre actuel secrétaire à la Défense, Mark Esper, se sont prononcés contre une instrumentalisation de l'armée américaine, y compris une suggestion de Trump d'utiliser l'armée pour réprimer les protestations chez eux. Pendant ce temps, l'extrême droite et l'extrême gauche s'accusent mutuellement d'incitation opportuniste au vandalisme et à la violence au milieu des manifestations. Alors que se passe-t-il vraiment sous la surface? Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Mark Ruskin, ressortissant français, a passé 20 ans en tant qu'agent spécial du FBI pour lequel il a reçu 5 éloges. Également ancien procureur des districts adjoints à Brooklyn, New York. Il est l'auteur du livre The Pretender, My Life Undercover for the FBI chez Thomas Dunn Books. Bienvenue à l'émission, Mark. Bonjour Rachel, toujours un plaisir. Et enchanté également. Alors, vous êtes ancien membre de la police fédérale américaine et aujourd'hui, c'est la police, grosso modo, qui se trouve sous les projecteurs aux États-Unis. Alors, première question, commentaire sur l'incident de George Floyd à Minneapolis et sur le comportement précis des policiers captés dans cette vidéo qui, aujourd'hui, est devenue virale. Bien, je crois qu'on pourrait commencer par dire qu'on est tous d'accord que l'indifférence brutale de Chauvin, le policier qui a responsabilité pour tuer George Floyd, choque la conscience de tous, et spécialement de la plupart des policiers, parce que que le fait qu'un policier peut faire une chose tellement étonnante et tellement horrible, ça salit toute la profession. Alors, je crois que les autres policiers en particulier sont assez dégoûtés par ce qui s'est passé. Il faut se rappeler que ce policier en particulier aurait dû être viré il y a très longtemps. Il y a eu presque une vingtaine d'accusations pour toutes sortes de malfaits et pour plusieurs raisons. Une inclut le syndicat de policiers qui est très fort dans cette ville. C'était pas possible de le virer. Alors, mais tout le monde est choqué par ce qui s'est passé. Alors, parlons des tactiques. On a vu dans cette vidéo, cette fameuse vidéo, la jambe du policier sur le cou de la victime pendant plus de 8 minutes, environ 8 minutes et 20 secondes environ. Alors, est-ce que ce sont des tactiques courantes? Non, justement, c'est les tactiques de ce policier en particulier qui enseigne rien du tout comme ça dans aucune académie de police. Mais moi, j'ai fait l'académie du FBI où on a appris à se défendre et comment traiter avec quelqu'un qui est très violent et tous les agents de police. Et il n'y a rien qui a rien du tout à voir avec ce que lui, il a fait. C'est quelque chose qu'il a inventé. Et malheureusement, deux des autres policiers qui lui accompagnaient étaient des policiers depuis 2 jours. Je crois qu'un, c'était son premier jour et l'autre, c'était son 3e tour de travail. Alors, il y avait 2 qui... Et en plus, lui, Chauvin, était leur
agents d'entraînement. Alors, je crois que ils étaient mal placés pour intervenir. Est-ce qu'ils auraient dû faire quelque chose? Certainement. Mais malheureusement, il n'était pas accompagné par 3 policiers avec beaucoup d'expérience qui auraient pu intervenir et faire quelque chose. 2 jeunes policiers à côté de quelqu'un avec presque 20 ans d'expérience, ils étaient mal placés pour dire non, on n'est pas d'accord. Alors le résultat est terrible. Alors pourquoi a-t-il fallu si longtemps et tellement d'actions de la part des manifestants pour inculper sérieusement les policiers impliqués dans cet incident? Bien, l'incident a passé le soir du 25 mai. Le prochain jour, le FBI a déclenché une enquête massive et la police, le procureur de Minneapolis, ils ont tout de suite commencé une enquête. Et c'était pas super longtemps parce qu'on imagine, c'était le 25 à 26 et le 29, Chauvin est inculpé. Alors, pour une enquête, une importance d'un grand homicide, 3 ou 4 jours, c'est pas longtemps. Et je vous rappelle qu'en Baltimore, il y a quelques années, pas très longtemps, quand il y a eu Freddie Gray qui a été similairement tué dans un incident avec la police, à cause de la réaction forte du public, il y a une inculpation de tous les policiers très très rapide, sans faire d'enquête, sans instruction. Alors, le cas contre eux était faible et finalement, ils ont tous été acquittés de la crime. Alors, parfois, c'est dangereux d'agir trop vite. Le résultat va être un cas faible. Alors, que pensez-vous des accusations de discrimination et de violence systémique de la part de police? On leur pointe du doigt aujourd'hui dans ces manifestations jusqu'au point où il y a des gens qui disent qu'il faut définancer les départements policiers. Bien, les gens qui veulent définancer la police, ils ont un agenda, je crois. En principe, si on regarde les statistiques du ministère de Justice, qui gardent, ils ont des statistiques sur le nombre d'attentats par la police et le nombre de gens qui sont blessés dans des arrestations. Et le nombre, il y a plus également de inculpés de toutes couleurs qui sont blessés par la police. C'est pas qu'il y a plus de noirs ou plus de blancs ou plus de jaunes ou plus de hispaniques qui sont tués. Au contraire, d'après ce que je comprends, le nombre de blancs qui sont tués par des policiers est plus haut que le nombre de gens qui sont noirs. Alors, s'il y a un problème, c'est un problème qui n'est pas forcément basé sur des questions de race ou ethnicité, mais plutôt de tactiques de police. Alors, quelles sont ces tactiques de police qui sont responsables de ces statistiques que vous citez, qui sont, d'après vous, uniformes et pas forcément d'un côté, je sais pas, qui touche particulièrement à une partie de la population ou d'une autre? Bien, la plupart de incidents où la police utilise de la force, et ça arrive, il y a des centaines de mille d'arrestations tous les années, des centaines de mille qui se déroulent sans problème. Et il y en a où il y a de la perception de résistance, parfois, et souvent il y a de la résistance. Il y a des gens
sont armés, qui tirent sur la police ou qui essayent de prendre l'arme du policier. Quand moi j'étais à Quantico pour l'entraînement à l'académie du FBI, l'enseignant nous a dit n'importe quel incident où vous êtes en train de participer est un incident avec une arme, parce que vous portez une arme. Et il y a beaucoup de cas. Il y a une que je connaissais personnellement à Miami, où il y avait un agent de police qui avait son revolver. Le type il essayait d'arrêter était son revolver, mais il était beaucoup plus costaud que le policier. C'était juste après quelques émeutes à Miami, des émeutes basées sur des problèmes de race. Alors le policier a décidé de ne pas tirer quand le type lui a attaqué, mais il a regainé son arme et a essayé de le mettre les menottes. Et finalement, le type a pris l'arme du policier et il a tiré, il lui a tué. Et le policier a juste pu appeler 911. Il a pu appeler avec un téléphone public, les cellulaires n'existaient pas à la moment, juste en train de mourir. Et le type a été arrêté le même jour et chargé pour l'assassinat du policier. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un boulot très dangereux et le fait que quelqu'un n'est pas armé, ça ne veut pas dire qu'il est pas dangereux. Et en plus, aux États-Unis, il y a de fortes chances que tout le monde soit armé. En plus. Ça arrive plus souvent que dans d'autres endroits, c'est vrai, oui. Alors, Donald Trump accuse l'extrême gauche, dont le groupe Antifa, des violences lors des manifs. Cependant, ce n'est pas évident, en regardant les inculpations jusqu'à date, que ce soit le cas. Ce ne sont pas des membres d'Antifa ou de l'extrême gauche qui sont inculpés jusqu'à maintenant. Alors, quelle est la réalité par rapport à ce groupe et aux événements qu'on observe aujourd'hui? Eh bien, il ne faut pas oublier que quand il y a des émeutes et quand il y a du désordre civil, les extrémistes de tous les côtés vont toujours essayer de profiter de la situation. Qu'ils soient d'extrême droite ou extrême gauche, ils vont tous chercher comment est-ce que nous, on peut profiter pour notre agenda de cette situation. Et pas seulement eux, mais aussi des services de renseignement des autres pays vont profiter pour créer le désordre. Le désordre ici, pour beaucoup d'autres pays, ça veut dire c'est le plus de désordre qu'il y a aux États-Unis, le moins d'ennuis que nous, on peut faire pour eux dans leur pays. Vous croyez qu'il y a des interventions étrangères, de l'ingérence étrangère de la part des pays étrangers dans ces émeutes? Moi, j'ai aucune preuve. Par exemple, dans les élections, les Russes sont toujours en train d'essayer de trouver une façon de influencer et faire le désordre dans les élections, et aussi des services des autres pays, peut-être, qui ne sont pas des pays très amis avec les États-Unis. Alors, pas que peut-être qu'ils prennent une position active, mais apparemment, c'est intéressant pour beaucoup de gens autres que les extrémistes domestiques. Alors, au sujet de Antifa, c'est pas une organisation où on ne va pas savoir certainement immédiatement s'ils sont membres ou pas membres, et normalement, je ne crois pas qu'ils vont vous donner volontaire des informations sur quelle organisation ils participent. Mais ils ont été actifs dans des autres émeutes, et apparemment il y a des indications assez crédibles qu'ils ont été très actifs dans les derniers 2 semaines, 10 jours. Je crois qu'on verra plus. Mais quand on cible des groupes, on cite des groupes d'éléments extérieurs
à la situation. Par exemple, vous avez cité des Russes. On connaît bien l'histoire des trolls russes qui ont figuré dans le rapport du procureur spécial Robert Mueller. Et aujourd'hui, tout ça a été balayé. Aujourd'hui, on cite aux États-Unis des éléments extérieurs tels que Antifa, tels que peut-être des autres pays sans preuve. Mais n'est-ce pas le cas que quand on cite des éléments extérieurs qui sont peut-être pas trop importants par rapport à la réalité sur le terrain et le citoyen lambda qui manifeste, n'est-ce pas le cas que ça minimise la réalité par rapport à la volonté des Américains? Alors, en citant Antifa, par exemple, on minimise le fait qu'il y a plein d'Américains qui manifestent dans la rue aujourd'hui. En citant des trolls russes ou des autres pays, en disant qu'ils sont responsables d'une ingérence quelconque étrangère dans des élections américaines, n'est-ce pas le cas que ça minimise la volonté du peuple américain qui exprime son opinion, qui n'est pas au courant de ces choses-là? C'est pas problématique? Non, la volonté des Américains était, avec ces manifestations, normalement, c'est des manifestations paisibles. Ce n'est pas des manifestations violentes. La réaction originale était paisible. Celui qui détruit son monde détruit soi-même. La réaction logique que ça vient des politiciens, des maires des villes, des gens qui ont des influences, devrait être un message de se unir contre le racisme, de se unir et de pas avoir une dialectique violente entre un côté et un autre. Il n'y a pas deux côtés ici, il devrait être un côté. Et qui que soit qui essaye de diviser et forcer de la violence, que ce soit des agents provocateurs domestiques ou étrangers, ils sont en train de réussir quand il y a des émeutes, quand il y a des gens en train de entrer dans casser les vitrines des magasins, en train de détruire des commerces qui appartiennent à des pauvres gens, normalement, des gens de moyens simples. Alors, on pense à l'époque de Martin Luther King, qui avait le message qu'il faut juger l'individuel par son caractère et pas par la couleur pas par ça qu'il soit blanc ou noir ou n'importe quelle couleur. C'est le caractère qui est important. Alors on voit les messages qui viennent maintenant. Il y a très peu de messages. J'écoute pas quand ça vient de Washington, ni d'un côté ni de l'autre. Beaucoup de messages qui essaient d'unir tout le monde contre ce genre de problème. Oui, justement, non plus le président américain Donald Trump et non plus le Parti démocrate ont l'impression que tout le monde défend sa position, tout le monde exploite cette crise pour des fins politiques. Et il y a aussi le côté militaire. Mark Esper, le secrétaire de défense de Donald Trump, a dit qu'il était contre l'application du Insurrection Act, qui aurait vu des troupes américaines dans les rues des villes américaines. Semble-t-il y avoir une rupture entre le Pentagone et Donald Trump aujourd'hui? Bien, le secrétaire de la Défense, Esper, si on regarde bien ses mots, quand il a dit qu'il était contre l'utilisation de l'Insurrection Act, une loi qui permet. Il faut expliquer que normalement, les militaires ne sont pas permis par la loi des États-Unis d'intervenir dans des affaires de criminalité domestique. Il y a une loi qui s'appelle le Posse Comitatus qui interdit ça. Mais il y a une autre loi qui c'est l'Insurrection Act qui permet dans certains cas une intervention militaire. Alors, ce qu'Esper a dit, c'est qu'on n'était pas déjà arrivé au point où c'était nécessaire de mettre en marche cet acte. Alors,
il faut pas. Je crois que certains de ces mots ont été pas vraiment bien représentés pour essayer de montrer une division entre lui et entre le président. Mais il a dit qu'il n'était pas prêt à utiliser l'acte, qu'on n'avait pas déjà arrivé à ce point. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas proche, ou que peut-être en quelques jours, si la situation aurait été devenue pire, qu'il aurait à ce point-là opposé. Je ne crois pas avec Kennedy, dont il a le portrait derrière vous en ce moment, mais avec le président Eisenhower et le président Johnson, ont les deux mis en place l'Insurrection Act pour que les militaires interviennent dans leurs efforts pour intégrer des écoles blanches dans le sud des États-Unis. Une fois, c'était en Arkansas, et le deuxième, je crois que c'était à Alabama, mais je ne suis pas sûr. Mais il y a déjà 2 exemples où Insurrection Act a été utilisé. Dans ces cas-là, c'était pour protéger contre des racistes blancs qui essaient d'arrêter l'intégration au sud des États-Unis. Et en parlant de la protection, Donald Trump a dit vouloir nommer Antifa un groupe terroriste. Réaction? Bien, ça c'est plutôt une des raisons, c'est que quand un groupe est nommé comme groupe de terroristes domestiques, ça permet des enquêtes et l'application de certaines lois fédéraux qui sinon n'auraient pas pu être investiguées. Alors, je donne comme exemple, la loi, c'est un acte criminel fédéral si on donne de l'appui ou de l'appui financier à une organisation terroriste. Alors, une fois que Antifa a été mis sur la liste de groupes antiterroristes, la police fédérale maintenant peut enquêter pour voir si c'est pas seulement ce qu'ils sont en train de faire et s'ils sont vraiment en train de participer dans des actes ou des projets ou des terroristes, mais aussi s'ils sont appuyés, qui est en train de financer l'organisation, avec quelle autre organisation ils ont des liens. Alors, ça, c'est une des raisons principales, à part les apparences, bien sûr. Alors, que pensez-vous de cette utilisation policière domestique du gaz lacrymogène qui est interdit en guerre dans des pays étrangers? Alors, on ne peut pas le déployer en tant que militaire en combat ailleurs, mais on peut bien le déployer contre les foules chez soi. Que pensez-vous de cette utilisation? Bien, ça, il faut savoir à qui on va croire, parce que d'après Esper, justement, le secrétaire de défense, et après la parc police, la police fédérale qui protège les parcs et les propriétés nationales et les mémorials comme le Lincoln Memorial et tout ça, eux, ils disent qu'ils n'ont pas utilisé des gaz lacrymogènes. Mais ça, c'est ridicule parce qu'on a tout vu, les images, quoi. On a vu les images, l'impact, les faits, les gens qui pleuraient parce qu'il y avait des choses dans la figure. Alors, comment ils ont pu dire ça, quoi? Ça, c'est les juste pas pour je veux pas couper les cheveux en deux, je ne sais pas si cette expression existe en français, de cadre, mais je parle des forces fédéraux qui disent qu'ils ont utilisé de la fumée, des smoke canisters et pepper balls. Et moi, pepper balls, c'est du gaz lacrymogène. Du poivre. Oui. Mais apparemment, c'est moins. Mais c'est pareil, quoi. Alors, il veut jouer la sémantique, c'est ça? Tout le monde sait qu'il y a un impact, que c'est nocif, que c'est ridicule de faire ça, non? Bon, moi, mon expertise, c'est pas entre les différences de différents utiles, que ce soit de la poivre ou que ce soit quelque chose. Apparemment, d'après ce que je comprends,
c'est moins dangereux d'utiliser du poivre que les vieux techniques qui existaient il y a quelques années, qui étaient plus forts. Mais de toute façon, ce sont des irritants chimiques, en tout cas. En tout cas, mais de toute façon, je crois que des irritants chimiques, on pourrait discuter si on discute du point de vue des gens qui sont en train d'essayer de contrôler l'émeute, c'est qu'il y a des victimes qui sont en train d'être tuées par des émetteurs. Je sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a un droit d'utiliser des techniques qui sont non létales, mais c'est que pour essayer de contrôler la foule? Ça, c'est une autre discussion. C'est mieux que des vrais fusils, des vraies balles quand même. Ouais, sauf que Donald Trump a souhaité faire une séance photo devant une église près de la Maison-Blanche à Washington. La police locale a dégagé la foule avec justement des agents chimiques, des irritants chimiques, malgré le fait que d'après les vidéos de l'incident, les manifestants semblaient pacifiques. Alors, réaction à cette décision et cette action? Bien. Moi, je ne peux pas vraiment trop commenter parce que c'est fait partie de la politisation de l'incident. Alors moi, j'essaie de proposer l'argument qu'il faut dépolitiser, que ce soit Trump ou que ce soit Pelosi et les démocrates. Quand il reste dans la Maison-Blanche, il ne sort pas, on lui accuse d'indifférence et de se cacher. Et quand il sort, on l'accuse de faire des photo-op. Alors, j'ai un peu l'impression que c'est un lose-lose proposition pour lui et que n'importe quoi qu'il va faire, il va être critiqué. Mais le fait que l'église a été détruite, pour moi, c'est aussi important. C'était pas détruit, c'était abîmé légèrement, non? Apparemment, mais Notre-Dame est toujours debout aussi, mais pas dans le même état qu'il y a 2 ou 3 ans quand même. Non, mais pas aux mains des émeutes non plus. Alors, on a quelques minutes à peine qui restent dans l'émission. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment que les gens sachent par rapport à tout cela, par rapport à ce qui se passe en coulisses, par rapport à vos expériences dans la police fédérale américaine et ce qui se passe aujourd'hui? D'après ce qu'il faut faire pour essayer peut-être de profiter de l'incident pour vraiment dépolitiser les relations entre la police et la société. Dans la plupart des villes, dans les quartiers modestes, la police travaille pas seulement comme pour protéger, mais il y a les polices qui travaillent comme social workers, comme dans toutes sortes de capacités où ils aident la communauté. Les mouvements qui essaient de financer la police, ça va être, les vraies victimes vont être dans les mêmes quartiers pauvres où il y a eu tous les émeutes. Alors, la meilleure réaction, c'est de retourner au message de King, les messages de Kennedy et l'esprit d'essayer de se unir tous et pas utiliser la race pour diviser, mais plutôt pour chercher un message pour unir tout le monde. C'est vraiment, je dois avouer, c'est vraiment idéaliste de votre part, c'est admirable. Très optimiste. Marc Raskin, ressortissant français, ancien agent spécial du FBI et aussi ancien procureur du district adjoint à Brooklyn, New York, et l'auteur du livre The Pretender, My Life Undercover for the FBI chez Thomas Dunn Books. Merci encore pour votre temps aujourd'hui. Merci Rachel. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur désordmondial.com ou sputniknews.com.